Comincio una cosa in italiano, perché oggi ho scoperto che la trasmissione Hollywood Party, che è la sola cosa buona che fa la RAI, il servizio pubblico per il cinema, questa settimana non va in onda. E perché non va in onda? Non va in onda perché costa troppo. Quindi oggi per esempio c'è in questo momento la conferenza stampa di Venezia, non ci sarà questa sera il resoconto di Hollywood Party, perché Hollywood Party costa troppo. Allora, siccome noi cittadini italiani la paghiamo la RAI e ci vergogniamo di pagarla per la qualità immonda della programmazione, allora, siccome grazie all'amministrazione trasparente possiamo scrivere una mail al signor Andrea Montanari, che è il direttore di Radio 3, e possiamo anche vedere quanto guadagna, allora vi prego, mandate tutti una mail al signor Andrea Montanari per chiedergli quanto ha risparmiato con la chiusura di questa settimana e delle prossime settimane di Hollywood Party, quanto risparmia, perché certo che risparmierà 2 euro che poi spenderà per fare della programmazione demenziale, ma quanto ci perdiamo, perché per esempio il Ci è ritrovato non può essere raccontato da Hollywood Party, la conferenza stampa di Venezia non può essere raccontata da Hollywood Party, il Festival di Gifoni non può essere raccontato, insomma una cosa assurda. E siccome bisogna che le cose assurde le diciamo e cerchiamo di batterci, noi che siamo una minoranza che crediamo che la cultura valga e che la RAI debba servire a raccontare la cultura, allora proviamo a dimostrarci incazzati, perché è una vera vergogna. Pardon Thierry, mais je suis furieux. J'aime beaucoup mon pays, mais vraiment, je suis furieux. Mais Bertrand aurait été furieux aussi. Et c'est pour ça que j'ai commencé, parce que je voulais commencer justement. Tout le monde dit que Bertrand était timide, mais il faut dire une autre chose. Il faut dire que Bertrand était un vrai combattant pour la beauté, pour la culture, pour les valeurs, les bons valeurs, et donc c'était un combattant aussi pour les justes causes politiques. C'était l'Algérie dans les années 60, c'était les sans-papiers après, c'était bâtir l'Institut Lumière à Lyon. Et je me souviens d'un petit épisode qui est arrivé ici. Une fois, il est venu pour présenter des films l'hiver. Et il y avait comme toujours les chasseurs d'autographes et lui, avec beaucoup d'amour, a fait tous les voilà, ça c'est la photo. Alors, il a signé beaucoup d'affiches, Et à la fin, les chasseurs d'autographes l'ont salué et ils voulaient partir. Donc, il lui a demandé, mais vous ne venez pas voir mon film? Et ils ont dit non, parce qu'il ne vient jamais voir un film. Et donc, il a dit, très bien, alors donnez-moi tout ce que j'ai signé et je les donnerai aux gens à la fin de la projection. Et il l'a fait. Et pour la seule fois, les chasseurs d'autographes ont vu un film. Oui. Oui, il avait beaucoup de colère, qui parfois d'ailleurs était délicate avec le public. Par exemple, les gens qui parlaient des films qu'ils n'avaient pas vus. Il ne supportait pas ça. Et même moi, les conversations qu'on avait, je n'avais pas intérêt, quand il me parlait d'un film, à dire que je l'avais vu si je ne l'avais pas vu. Parce que je sentais tout de suite, d'abord, que j'étais démasqué tout de suite. Et il pensait, et c'est ce qu'il m'a appris, il n'est pas le seul à avoir professé ça, mais pour parler du cinéma, il faut avoir vu les films. Raymond Chirat à Lyon était déjà comme ça. Pour parler d'un cinéaste ou pour parler d'un film, il faut l'avoir vu. Et en effet, il ne supportait pas... par exemple,
il préférait un film à un dîner. Donc, s'il y avait le choix, il préférait toujours... C'était avoir vu les films. Alors, quand je programmais à l'Institut Lumière, au tout début, c'était compliqué parce qu'il a vu 20 000 films et il ne s'intéressait qu'aux 20 000 unièmes. Et alors, il disait, pourquoi tu passes la règle du jeu? On l'a tous vu. Je dis, oui, mais nous, mais pas les jeunes générations. Alors, il mettait du temps parce que si on lui avait donné la programmation de l'Institut Lumière, on fermait l'Institut Lumière au bout de 3 mois. Tellement il aurait plus été que lui comme spectateur avec Pierre Rissian et point final. Puisque c'était toujours des choses très très obscures. Mais de ça, on gardait cette intégrité de spectateur. Ne parler que des choses qu'on a vues et surtout critiquer au sens scientifique, au sens intellectuel du terme, critiquer toujours ce qui a été dit sur un film. Ne jamais prendre comme une évidence. Et jamais lui-même ne reprenait des termes convenus ou des rumeurs sur tel ou tel film. Et sur son propre travail d'historien, par exemple ça, le Ami américain, c'est plein où dans 50 ans, et bientôt on va publier 100 ans de cinéma américain, c'est toujours « Ah oui, j'avais écrit ça, mais je me suis trompé ». Donc, même dans son propre travail, il y avait une sorte d'autocritique, puisqu'on n'est pas le même spectateur quand on a 20 ans, 30 ans, 50 ans et 70 ans. Et pas là-dedans, puisque là, c'est que des auteurs qu'il a aimés, mais dans 100 ans de cinéma américain, il y avait des cinéastes qu'il a éreintés. Et dont il a, dans la republication, on va le voir, il a revisé son jugement. Par exemple, il se trompait je dis il se trompait parce qu'il a reconnu s'être trompé sur certains De Palma, sur certains Peckinpah, mais parce qu'il était aussi parfois en surréaction d'un certain culte critique vis-à-vis de certains cinéastes. Et ce n'est pas les films eux-mêmes. Un cinéaste respectera toujours les autres cinéastes. Et un cinéaste sait qu'il y a Marco Tullio qui est là face à nous, un cinéaste, ça fait de son mieux. Personne ne s'est levé le matin en disant « Je pense que je vais réaliser un mauvais film ». C'est jamais arrivé. Les gens veulent tout le temps faire du mieux. Et parfois dans une carrière, et heureusement, une carrière, c'est quand même comme ça. Et il avait cette intégrité-là de ne pouvoir parler que des films qu'on a vus et, dans son cas, que des films qu'on a revus. Puisqu'il était tout le temps en train de voir. Et à la fin, comme il était beaucoup chez lui, qu'il faisait beaucoup de gym en vélo, du vélo d'appartement, alors il voyait les films, tout le temps. Et alors, il avait toujours 4 films à la fois. Il dit, je suis en train de revoir Comanche Station de Bob Whittaker. Et puis le lendemain, il me disait, je suis en train de revoir Comanche Station de Bob Whittaker. Je dis, c'était hier. Il dit, oui, mais hier, j'ai vu une demi-heure. Et aujourd'hui, je vais voir encore un peu. Et il mélangeait comme ça les films, parce que c'était la première qualité d'un cinéphile, c'est une qualité physique. Par exemple, une année, personne n'a oublié peut-être le nom de Fred Jung, qui était le patron de la Cinémathèque de Luxembourg. Et qui était à la première édition du Cinema Ritrovato. La première édition, on a pu la faire grâce à Fred et grâce à Eno Patalas qui nous ont donné les copies, même s'ils ne nous connaissaient pas, et puis qui sont venus. Et Fred était un cinéphile incroyable. Fred était un cinéphile incroyable, un buveur incroyable, ça lui a coûté une existence assez courte. Oui. Mais un jour, il était à Lyon, et il devait partir, on devait l'emmener au train, mais il avait un peu de temps. Alors il dit, je vais aller voir un bout de film, comme dans Un dimanche à la campagne, où à un moment, Geneviève me dit, je vais aller prendre un bout de messe. Prendre un bout de messe. Donc il dit, viens me chercher dans la salle quand il sera temps d'aller à la gare. Et je vais le chercher, et il était comme ça. J'ai dû le secouer. Il faut qu'on parte. Donc il y a quelque chose, il faudra écrire là-dessus, sur le bien-être physique qu'éprouvent les cinéphiles. L'idée que, c'est important parce que, évidemment, ça fait référence maintenant aux plateformes et à la façon dont on voit les films à la maison.
en mettant sur pause, en allant chercher du chocolat ou de la bière. Quand on est dans une salle de cinéma, c'est 2 heures. Par exemple, Tarantino est comme ça. Si tout à coup, on doit faire quelque chose et qu'il voit un film, les 2 prochaines heures n'existent pas. Seulement avoir un film. Et Bertrand était comme ça, donc c'était parfois très, très, très difficile. On allait passer des week-ends chez Hervé Dumont, voir des Preston Sturges, et c'était constamment. Et ça donne un cerveau de cinéphile très extraordinaire, parce que quand on commence à l'âge de 20 ans et qu'on voit des films jusqu'à l'âge de 80 ans, constamment, et alors qu'on est soi-même un créateur et un cinéaste, ça donne quelque chose de socialement, d'intellectuellement et d'artistiquement très extraordinaire. Oui, c'est ça. Bertrand était extraordinaire, c'est exactement ça. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez vu l'épaisseur de ce livre, même les soulevés. Et c'est l'édition de poche. Et c'est l'édition de poche, oui. Livre extraordinaire, exceptionnel. Et donc c'était cette profondeur de Bertrand qui touchait toujours. Quand il présentait un film, où je souvenir formidable à Lyon, quand il présentait, il donnait les raisons du prix Lumière, comment c'était comme un nageur qui se plonge dans l'eau et qui va incroyablement en profondeur, et puis qui t'amène de nouveau à la surface. C'était un voyage, même comme il racontait tout ça, parce qu'il il regardait plus le public, il regardait en soi-même, et puis ça c'était vraiment une aventure, c'était la profondeur de Bertrand qui nous manque. Oui, parce qu'il avait il s'est mis finalement, il avait écrit beaucoup dans sa jeunesse, il avait été pas critique, mais il faisait beaucoup d'entretiens, et puis évidemment, avec Pierre Rissian, ils étaient attachés de presse. Mais il avait écrit beaucoup de choses, et ça a recommencé avec la première édition de Amis américains. Et c'est comme ça qu'on s'est vraiment connus, qu'on a vraiment commencé à travailler ensemble. Parce que moi, j'étais dans l'admiration de cette période et de cette histoire de la cinéphilie. Et qu'il fallait un peu recoller peu à peu. Et puis après, dans le même temps, il travaillait à 50 ans de cinéma américain avec Jean-Pierre Coursaudon. Et peu à peu, il s'est mis à comprendre qu'il fallait qu'il écrive. Que ça ne pouvait pas être de la mémoire orale. Mais moi, j'ai des choses qu'on m'a racontées quand j'étais jeune universitaire et que j'enquêtais, par exemple, sur les CICI, les congrès indépendants du cinéma international ou les congrès internationaux du cinéma indépendant, organisés par Bernard Charder et Freddy Buache, etc. à l'époque. Et ils disaient tous, il y avait ce type de 20 ans là qui était difficile, qui était pénible, parce qu'il était tout le temps en train de réclamer ce qu'on ne montrait pas. Donc, il avait toujours tout vu et il voulait voir les trucs en plus. Et cette mémoire orale, à la fois, ça ne suffisait pas, il fallait écrire. Et Bertrand avait une plume formidable, généreuse, sinueuse, comme tu dis, qui montait, qui descendait, et qui était une plume d'érudit, car il se méfiait énormément de la théorie. Il se méfiait énormément des règles, parce qu'il savait que les règles, un jour, changeaient et qu'il valait mieux essayer de comprendre les motivations. De toute façon, rien ne remplace le regard sur le cinéma d'un cinéaste. Il saura toujours, techniquement, même le behind the screen, c'est-à-dire ce qui a fait que telle ou telle scène, ce qui manque. Lui, il disait, ce film-là, il y a cette scène-là qui n'y est pas, elle aurait dû y être. Et il se renseignait. L'autre jour, je regardais les bas-fonds, la nouvelle copie restaurée des bas-fonds de Renoir, et il y a Charles Spack, il y a Renoir, et puis il y a ce co-scénariste Zamatian, je ne vais pas me tromper, Zamatian. Et tout à coup, on regarde ça, et je regarde ça, et je pense à lui. Je disais, lui, il voyait un nom qu'il ne connaissait pas, alors il fonçait dessus, et d'un seul coup, il savait tout. Et Pascal Mérigeau, dans son magnifique biographie de Renoir, explique évidemment
Bertrand a été un conseiller incroyable d'historien pour des livres. Mais en même temps, l'histoire orale, ses présentations magnifiques, parce qu'il ne faut pas faire dans la géographie, et trop longues, parce que parfois c'était interminable. Et moi je lui mettais des coups de coude, parce qu'il racontait des films. Mais je me souviens le dernier année, le 19, dans lequel il devait rester à Bologne 2 jours, et puis il est resté toute la semaine. Et donc, je profitais, je lui demandais de présenter beaucoup de films, et il disait toujours oui. Et puis, je lui dis, mais écoute, il faut être bref. Alors, il a fait un grand sourire, et puis il a été très, très bref toute la semaine, et c'était incroyable. Oui, 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 il était... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que est né le projet de voyage à travers le cinéma français, qui sera son dernier film. Alors, il avait un dernier projet avec Russell Banks, à partir d'une nouvelle de Russell Banks qui devait faire à Miami avec Suzanne Sarandon et Jennifer Jason Leigh qui avaient donné leur accord. Et il n'a jamais trouvé de quoi financer le film. Et évidemment, c'est une déception de ne pas avoir eu le dernier film de Bertrand, mais c'est formidable que son dernier film soit un documentaire sur l'amour qu'il avait pour le cinéma français. Et j'avais, moi, initié le projet, dont évidemment d'emblée il avait dit pas question. Parce que je ne voulais pas, on l'a tellement tous ici, il y a beaucoup d'amis de Bertrand qui sont dans cette salle, fait des dîners avec lui où il parlait spontanément des choses, et cette parole, il ne fallait pas la perdre. Et le film qu'il a fait, et la série, c'est une alternance entre des choses très écrites, posées devant la caméra, et puis des variations. Presque comme une cinéphilie de chambre, comme on dit, la musique de chambre, où il va parler des choses et les choses lui revenaient au fur et à mesure. Et c'est important parce que Serge Danet, à la fin de sa vie, était une machine à parler. Et tout lui ressortait. Et il a laissé des témoignages écrits, c'était un grand écrivain, mais aussi un grand parleur de cinéma. Il y a des gens qui sont des grands cinéphiles, mais qui ne savent pas écrire ou qui ne savent pas parler. Lui, il avait les deux. Et alors, à un moment, il était membre du conseil d'administration du Festival de Cannes, parce qu'il représentait la SACD, puisque tu parlais d'un engagement. Bertrand a toujours été très engagé pour les auteurs. Il a toujours bagarré la défense, les attaques contre Turner pour défendre la famille Houston contre la colorisation de Asphalt Jungle. Tout ce qui fait que, y compris politiquement, il a toujours trouvé que la droite, qui avait toujours peur d'être accusée de ne pas s'occuper de culture, la droite était toujours plus en faveur de la culture que la gauche, qui avait tous ses supporters, et du coup, était un peu plus relax avec ça. Et François Hollande est arrivé, et il a baissé le budget de la culture. Nicolas Sarkozy, pendant qu'il était là, je n'ai jamais bougé la culture, disait-il. Et en effet, et aussi parce que Bertrand le verrouillait. Il disait attention, c'est un marqueur. Bon. Et alors il était au conseil d'administration de Cannes, et c'était l'année où on fêtait, c'était en 2015, et c'était l'année de l'invention de la Palme d'Or, puisque la Palme d'Or arrive en 1955, Cannes c'est 46, la Palme d'Or arrive en 55. Et c'est Marty, le film de... Pajewski. Non. Delberman. Marty de Delberman. Et moi, très fier d'avoir mon Bertrand au conseil d'administration. Je crois que c'était la première année de Pierre Lescure. Et les conseils d'administration, c'est toujours très, très officiel. Et je dis, on va faire un petit moment Lyon. Et je dis, Marty, première Palme d'Or. Bertrand, un petit mot sur Marty. Et Bertrand fait... Et moi qui voulais épater tout le monde en lui donnant la parole et en lui laissant la possibilité d'éblouir tout le monde. Et là, je me dis, merde, c'est un échec complet. Et il dit, Marty, c'est compliqué d'en parler. Reprenons au début. Burt Lancaster, cette année-là, avait payé trop d'impôts. Et donc, il fallait qu'il dépense de l'argent pour perdre un peu d'argent pour payer moins d'impôts. Donc il tombe sur un scénario, Marty, l'histoire d'un ouvrier et d'une femme. A priori, c'était pas bankable, c'était bien. Et puis il se dit, on va prendre Ernest Borgnine, qui n'est pas non plus un acteur, et Betsy Blair. Et là, il nous raconte toute l'histoire du film.
Conseil d'administration, il y avait le ministre, il y avait tout le monde était comme ça. Les gens, ils ont applaudi à la fin. C'est-à-dire que c'est sorti de son cerveau. Il n'avait pas préparé, il n'avait pas révisé, il n'avait pas... Et on avait eu droit au 3e assistant machinot du tournage du film. Et à la fin, le film gagne la Palme d'Or, dit-il, est un grand succès, et Burt Lancaster a payé beaucoup d'impôts. donc il avait... Et moi, mais c'était de l'amour. J'étais tellement heureux de faire profiter un conseil d'administration très officiel de ce qu'on vivait, tous ceux qui l'ont connu ici, de ce qu'on vivait ensemble tout le temps, du bonheur d'avoir sa compagnie. Et les partages, c'est la clé. C'est-à-dire, c'était jamais cette connaissance immense de la littérature, le jazz, la musique, la culture, les cinémas, tout ça, cette connaissance énorme, c'était pour les partager. Oui, c'est-à-dire que tout le monde a reçu un coup de fil, parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher. Danet, je parlais de Danet, dès qu'un film était terminé, il parlait pendant le générique. Alors, t'as aimé, toi, hein. Il y a des gens comme ça, puis il y a des gens au contraire qui aiment bien rester silencieux. Bertrand, il était à la maison, il voyait un film, il appelait 15 personnes. Puisqu'après, on se parlait. Tiens, Bertrand m'a parlé de ce film. Oui, moi aussi. Et donc, il partageait, mais aussi parce qu'il vérifiait, et c'était sa machine cinéphilique, intellectuelle, qui fonctionnait à parler. Alors, il pouvait te demander une précision à un tel, etc. Et moi, j'ai écrit un livre là sur le judo, dans lequel il y a un chapitre sur Sugata Sanshiro, le premier film de Kurosawa, qui est un film sur Jigoro Kano et l'invention du judo. Et quand j'étais jeune cinéphile, j'étais encore professeur de judo, et je voulais voir ce film-là. Et j'avais fini par le voir. Et quand j'ai connu Bertrand, il ne l'avait pas vu. Donc, j'ai eu mon petit moment de gloire et d'intérêt, parce qu'il il regardait, ah bon, mais c'est quoi? Il voulait toujours savoir les... Et c'était formidable d'avoir vu un film qu'il n'avait pas vu. Et en même temps, c'était formidable de se moquer de lui, en public même parfois. Alors, mais il était... Par exemple, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, il y avait un film qu'il n'avait pas vu. Alors j'ai dit, mesdames et messieurs, voici, vous allez voir un film que même Bertrand n'a pas vu, il va le voir avec vous. Et voilà. Mais on parle du cinéphile. Et en même temps, son identité de la fin, grâce au livre, grâce au bonus de DVD, il y a Alain Carador qui est dans la salle, ils ont co-inventé quasiment cette collection extraordinaire de westerns dont Bertrand parlait. Alors parfois, c'était des promenades, hein. C'est-à-dire que là aussi, il faut les accoler toutes les unes avec les autres pour voir la cohésion de son voyage. C'était à la fois un voyage de sa jeunesse, quand il allait dans les salles de quartier à Paris, voir les petits films, et puis un voyage de sa vieillesse, ou en tout cas d'une sorte de crépuscule, mais je le dis au sens pas triste, au sens de la beauté crépusculaire de sa cinéphilie. C'est-à-dire qu'il revoyait les choses, et grâce à Alain, justement, il a pu revoir ces films-là. Et donc, son image est devenue ça. Et alors que son image était d'abord, pendant des années, et si je peux dire comme ça, avant l'Institut Lumière, l'image du cinéaste, et uniquement du cinéaste. Alors que nous, on savait qu'il y avait le cinéphile. Et puis, peu à peu, le cinéphile est devenu aussi important que le cinéaste. Et je dirais même que quand il a été à un moment, en France en tout cas, c'était de bonne aloi, c'était de bonne à la mode un peu de critiquer le cinéaste tavernier, mais pas le cinéphile tavernier. Alors il y avait des gens qui éprouvaient de la culpabilité aussi d'avoir dit du mal du cinéaste tavernier. Alors ils disaient du bien du cinéphile tavernier. La Cinémathèque française avait prévu de faire un hommage au cinéphile. Ils n'ont jamais montré un seul de ses films. Donc, à un moment, il faudra bien réfléchir à ça, quand même. On peut ne pas aimer, et lui considérer ça comme normal. On est un artiste, on livre une œuvre. Mais malgré tout, et il le dit dans la préface qu'on a faite, il dit, quand je suis cinéaste, je ne suis pas cinéphile. Je ne regarde pas de films, je m'intéresse à mon travail. Et
Et évidemment, l'émotion a été gigantesque, surprenante même, de sa disparition, la façon dont en France, toutes les télévisions ont programmé ces films, ont déprogrammé des films pour programmer des films de Tavernier, qui ont été vus beaucoup et très aimés. Très aimés. Et il y a quelque chose, il aurait adoré ça, parce qu'il souffrait beaucoup quand même parfois des flèches et des coups qu'il a reçus. Et là, il aurait aimé cette popularité globale qu'il a. Le New York Times qui a écrit autour de minuit, Around Midnight, le film que le jazz méritait. Ça lui aurait fait plaisir quoi, de lire ça. Et c'est souvent comme ça. Évidemment, c'est quand on n'est plus là qu'on dit des choses sur vous. Mais il y a quand même quelque chose qui se joue entre son statut de cinéaste et son statut de cinéphile. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Martin Scorsese, il y a Tarantino, il y a Joe Dante. Mais Joe Dante est un grand cinéphile, mais il n'écrit pas, hélas, alors qu'il aurait des choses fantastiques à dire. Mais le caractère encyclopédique de ces gens-là, mais moi j'ai assisté à des dîners avec Marty ou avec Tarantino, et quand même Bertrand était le plus fort, au sens où il avait quand même quelque chose. Martin Scorsese a une culture extraordinaire, évidemment américaine, italienne, anglaise. Ils avaient tous les deux la même passion pour le cinéma anglais, alors qu'on sait qu'en France, le cinéma anglais n'a pas de réputation. Il n'y a pas de culture cinéphilique sur le cinéma anglais en France, à cause, mais je mets des guillemets, parce que tout ça, c'est de l'histoire, et peut-être que dans la salle, il y a des gens qui vont... Mais à cause de François Truffaut. Bon. Et en même temps, même si je le dis, c'est à la fois la vérité, c'est rapide de dire ça. Il faut maintenant reprendre tout ça calmement. Mais c'est sûr que Truffaut et les cahiers du cinéma n'ont pas considéré le cinéma anglais, voulant, disait Bertrand, protéger Hitchcock. Après, on a le droit de ne pas aimer Michael Powell et Pressburger. Mais enfin, Powell, Pressburger, David Lean, tous ces films-là, les films noirs et blancs de David Lean, anglais des années 40 et 50, c'était important quand même. Bon. Alors, Marty, il avait ça. Il partageait avec Tarantino un goût pour la série B. Donc, il y avait toujours quelque chose qui le raccrochait à des cinéphiles. Il était capable, évidemment, d'aimer aussi beaucoup le cinéma japonais et grâce à Pierre Rissian, d'être à l'affût des cinémas d'Asie que Pierre allait chercher. Le dernier mail qu'on s'était échangé, c'était autour de Lizzani, qui a été... Il avait redécouvert, il n'avait pas aimé vraiment, et puis il avait retrouvé, il avait vu le film, il était très touché par les premiers Lizzani, donc il m'a demandé comment trouver d'autres. Et là, je pense qu'un des mérites absolus de Bertrand, c'est la curiosité, et c'est aussi cet élan de rétablir des liens, comme par exemple son premier film, L'horloger de Saint-Paul, qui est coécrit. Saint-Paul. 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 Donc il fait appel à Jean Orange. Je le corrige un peu. Et Pierre Bost. Et là, il fait une chose qui les condamne immédiatement, parce qu'il rétablit un rapport, il rétablit... et il avait raison, il avait complètement raison. Il a fait un très beau film, avec un scénario exceptionnel, et il a démontré que la Nouvelle Vague, sur ça, avait tort. Oui, mais il ne voulait pas faire ça. C'est-à-dire qu'en effet, il y a là un point d'histoire que moi je suis en train d'explorer, parce que je vais publier un texte sur Bertrand pour octobre, parce qu'on fera un hommage à Lyon, et on ne sait pas trop. Disons que Bertrand veut faire du cinéma au début des années 60. Et il se dit, c'est trop tôt. Il a 20-25 ans, il est 1941, et il fait des films à sketch, et il n'est pas prêt. Alors, il essaye d'être assistant de Melville. Il est un très très mauvais assistant, il a toujours reconnu, et ce qui est vrai. Bertrand était incapable d'organisation, donc il n'était pas bon. Et en plus, Melville, à un moment, parce que Bertrand avait dit du bien d'un film de Joseph Losey,
je crois, de Temps sans pitié. Et Melville avait interdit à toute l'équipe de lui adresser la parole pendant 5 jours. Pour cause de mauvais goût. Bon. Mais parce qu'il avait dû être emmerdant à parler de ça tout le temps. Bon. Et donc, après, il travaille avec Pierre Rissian et il devient attaché de presse. Et là, d'une certaine façon, et dans ce livre, il y a tous ces entretiens, c'est là qu'il apprend aussi le cinéma. C'est là qu'il apprend, par l'expérience des metteurs en scène, par les histoires, les complexités des rapports avec les dialoguistes. C'est pour ça que c'est un truc très important sur les scénaristes et les dialoguistes, bien que ce soit un terme qu'il n'aimait pas. Évidemment, les producteurs, etc. La liste noire, qu'est-ce qui se cachait derrière les films. Bon. Et là, il pense plus du tout à faire du cinéma, mais il écrit des choses. Il écrit un premier scénario pas bon, et il se dit, Pierre Bost et Jean Orange ne travaillent plus. Or, ils ont écrit des films pour René Clément, pour Autant Lara. Bertrand avait une passion pour Autant Lara que moi, je ne partage pas. Mais quand même, Orange et Bost étaient des techniciens. En effet, tués, assassinés par Truffaut, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais aussi pour de bonnes raisons. Il y avait quelque chose dans ce que Truffaut écrit en 1953, une certaine tendance du cinéma français, il y avait des choses tout à fait justes. Et il y avait une marmite qu'il fallait ouvrir, qu'il fallait faire exploser. Et Truffaut écrivait magnifiquement, mais il avait été très très fort et très injuste, ce qu'il avait lui-même reconnu dans une lettre à Pierre Bost ultérieure, en disant « j'étais jeune, il fallait que… » bon, etc. Mais ce n'est pas François Truffaut. C'est les turiféraires, c'est les supporters des Cahiers du cinéma qui ont dit « ce jeune type tavernier va chercher Orange et Bost pour détromper ce qu'on… » Et Bertrand a toujours dit « mais moi j'étais jeune cinéaste, je n'arrivais pas à écrire mon premier scénario. Il y avait des types qui avaient écrit des chefs-d'œuvre, qui ne travaillaient plus. Je voulais qu'ils m'aident. Quand on a 30 ans et qu'on fait son premier film, je n'allais pas faire un film pour corriger un article de Truffaut écrit en 1953, 54. C'est absurde. Mais du coup, il a tout de suite été mis dans 2 catégories. Les ennemis des Cahiers du cinéma, alors que Bertrand a écrit dans les Cahiers du cinéma. Il disait toujours, j'aimais dire du bien de Buñuel dans les Cahiers du cinéma et de Fuller dans Positif. C'est-à-dire, il a toujours été comme ça, être de droite avec les gens de gauche, être de gauche avec les gens de droite. Et ça s'appliquait sur le plan cinéphilique aussi. C'est-à-dire toujours essayer de prendre le meilleur de ça, pas le pire du pire. On disait hier soir, la cinéphilie française en tout cas, c'est du Sartre, du Jean-Paul Sartre mal digéré, je n'aime pas, donc j'existe. Et Bertrand, moi, il m'a appris ça, mais moi, c'est mon tempérament de nature. J'aimais Georges Lautner. Les Tontons Flingueurs est un film magnifiquement joué, écrit, mis en scène. Et quand la première fois je débutais, j'invite Georges Lautner, il me dit « Pourquoi vous m'invitez? Personne ne m'invite jamais. » Et je lui dis « Mais parce que le film est… Oui, mais donnez-moi une bonne raison pour venir. » Et j'aime évidemment aussi le cinéma de Jean-Luc Godard ou de Jean-Marie Straub. On aime le cinéma. Et Bertrand était dans la générosité. Puisque son mot favori, l'un de ses auteurs favoris, c'était Victor Hugo. Et de Victor Hugo, il avait retenu un truc, j'ai jamais vérifié, parce que parfois il inventait des citations. Et Victor Hugo a déclaré « J'admire comme une brute ». Et ce « j'admire comme une brute » est une sorte de credo de générosité, c'est-à-dire prenons ce qu'il y a de mieux. Et ça ne veut pas dire qu'on est idiot, qu'on aime tout, qu'on est banal, qu'on n'est pas du tout. Et je pense que Victor Hugo a déclaré ça, mais Bertrand a dit, Victor Hugo a dit, bon, il adorait inventer des sondages. Et quand on a tellement fait des débats en France et à l'étranger, et alors tout à coup il dit, 33% des gens déclarent préférer d'abord un film pour l'histoire. Et je dis, mais d'où t'as sorti ça? Et il dit, non, mais il inventait. Il inventait des sondages pour appuyer une idée dans un débat. Et donc, il fait L'Horloger de Saint-Paul, qui est quand même un truc audacieux. C'est L'Horloger d'Everton, qui est un livre de Simenon qui se situe aux États-Unis, sur la côte est des États-Unis.
il embauche Orange et Boss pour faire le truc, et il le transpose à Lyon. Il dit, je veux faire mon premier film à Lyon, qui est une ville simenonienne. Il dit, Georges Simenon aurait, qui a écrit beaucoup de La Rochelle et tout, mais aurait adoré le caractère un peu secret de l'ombre, bourgeois, petit bourgeois aussi, les restaurants, etc. Bon. Et donc, il fait ce film qui est quand même, on est en 1972-73, un film sur un père dont le fils a assassiné quelqu'un et qui dit, je ne juge pas, la justice jugera, mais moi, mon fils, je le défendrai parce que c'est mon fils. Et c'était assez beau, assez fort comme sujet. Et le film continue d'être tout à fait beau, avec toujours les camarades qui vont l'accompagner. Pierre-William Glenn, Philippe Sard, etc., etc. Et donc oui, il fait appel à eux, il va continuer, il va adapter, et il va être tout de suite condamné pour ça. Alors, est-ce que c'est pour ça? Donc on lui fait deux procès, d'être anti-nouvelle vague et d'être un cinéaste scénariste. Et là, les Cahiers du cinéma, qui ont attendu un mois, donc ils ont fait un papier contre lui après sa mort, et ils redonnent les mêmes clichés. C'est-à-dire, c'est un artisan, c'est un cinéaste de scénario, qui croyait pas à ses personnages, blablabla, mais c'était un bon documentariste. Alors, c'était un bon documentariste, oui, et c'est un homme qui adorait faire des documentaires et qui a fait changer la loi. Par exemple, en France, ce film s'appelle Histoire de vie brisée, sur ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire des gens non français condamnés pour ça ou ça ou ça, et qui ensuite, quand ils étaient relâchés, ils étaient expulsés. Et on avait le cas de quelqu'un qui travaillait avec nous à l'Institut Lumière, qui avait fait un truc pour un trafic de stupéfiants, qui avait fait 3 mois de prison, et qui était en instance d'être expulsé, alors qu'il avait grandi en France, etc. Donc Bertrand avait fait un film là-dessus, c'est Sarkozy, toujours lui, qui a changé la loi. De ça, la loi a été rechangée depuis. Donc il faisait Et un jour, Serge Danet a dit, parce que Bertrand avait déclaré un truc formidable sur la guerre d'Algérie, dans un film qui s'appelle La guerre sans nom, il dit, on oublie que la guerre, c'est épuisant physiquement. Et on oublie que la guerre d'Algérie s'est faite dans la montagne. Et c'est faite en hiver et dans la neige. Et Danet avait dit, ça c'est formidable, c'est une image de cinéaste. Et moi, à l'époque, je le fréquentais un peu, beaucoup même, et il disait, non mais il y a une ligne, Tavernier est quand même de ce côté-là. Ça ne l'intéressait pas beaucoup, le cinéma de Tavernier. Il a écrit des choses très dures, sur Un dimanche à la campagne, sur Un coup de torchon, etc., sur certains films. Alors, quand il a dit Tavernier est un bon documentariste, du coup, maintenant, tout le monde dit toujours, les cahiers, oui, mais c'était un bon... Parce qu'ils suivent l'Évangile selon Saint Danet. Et c'était pas ça. Et moi, je les avais fait se réconcilier à la fin. Mais comme ça, Danet mourait, et Simon Misrahi, qui était aussi le trio avec Rissian, Tavernier, Misrahi, qui était l'attaché de presse, mourait également, et du sida aussi. Et Bertrand allait le voir beaucoup à l'hôpital, beaucoup. Et Danet avait dit dans Les Inrecuptibles à Kagansky, il avait dit, je suis issu d'une famille de pensée, de cinéphiles, on ne se fréquente pas, on ne se parle pas. Rivette, finalement, on est proches et on ne se parle pas. Il dit, je sais que si j'étais ami avec Tavernier, il prendrait soin de moi. Et aujourd'hui, Les Inrocs, je ne sais pas s'il le publierait, parce que c'était une très jolie déclaration, même de Serge lui-même, et Bertrand l'avait appelé pour le remercier d'avoir dit ça. Et c'était très beau, parce qu'à l'époque, Godard avait écrit dans Les Cahiers, Godard n'a pas écrit dans Positif, sur Roger Tailleur. Et en disant qu'il regrettait que Roger Tailleur ne puisse pas écrire dans Positif et dans Les Cahiers du cinéma. Et moi, c'est l'une des premières questions, comme je travaillais sur l'histoire de la cinéphilie, que j'avais posée à Bertrand, qui était lui-même un grand admirateur de Roger Tailleur, dont on a publié chez Actes Sud à Lyon tous les articles qu'il écrivait dans Positif. Et j'avais un peu questionné Godard aussi là-dessus, et il semblait que c'était toujours mieux. C'est bien de se disputer. C'est bien même qu'il y ait des clans, qu'il y ait des trucs. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis parfois, c'est bien quand même. Et
parlé avec Kirou, Ado Kirou, qui était vraiment l'ennemi de Truffaut, quoi, sur les bancs de la Cinémathèque. Puisque Kirou racontait qu'à un moment, Langlois avait dit à Truffaut, du calme, ce type a fui la Grèce, sinon il allait être torturé par les colonels. Et Truffaut avait dit, ça aurait été mieux. Bon. Mais m'a dit Kirou, hein, je ne sais pas si tout ça est... Mais à l'époque, c'était comme ça. Et on sait tous que Truffaut, plus tard, quand il est devenu cinéaste, d'abord, il a très peu écrit, sauf des éloges sur le cinéma français, en disant maintenant, je vis dans le cinéma français, je vais pas... Et Truffaut est mort trop tôt, parce que je pense que ça aurait été passionnant de voir aussi, comme Bertrand, le vieux Truffaut revenant. Moi, Godard, une fois, m'a dit, je vois que des trucs dont on disait du mal quand on était jeune. Et ça aurait été beau de voir le rapport de Truffaut. Mais même Jean Douchet, comme Truffaut, avait vu ces films dans les années 40. Ils étaient enfants. Ou dans l'immédiate après-guerre, ce cinéma français qu'après ils vont rejeter pour saluer l'avènement. Et Bertrand était pas du tout anti-Nouvelle Vague. Mais pas du tout, du tout, du tout. D'abord, il a été l'attaché de presse de Godard, de Chabrol, de Romer, de Rivette même. Il a travaillé avec Rivette au Cahier du cinéma. Donc, il y a beaucoup d'injustices qui ont été faites à son sujet, et jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand il est mort, le lendemain, Libération a fait un papier très négatif sur lui. Alors, il ne s'agit pas de dire le type est mort, et donc on va dire que des éloges. Non. Mais ça faisait 6 mois que plein de films de Tavernier étaient sur Netflix. Là, Libération pouvait dire, bon, alors, Tavernier est sur Netflix, maintenant on est au XXIe siècle, on a revu tous les films pour voir si on ne s'est pas trompé. Eh bien non, on ne s'est pas trompé, décidément, nous n'aimons pas le cinéma de Tavernier. Pourquoi pas ? Ça fait partie du dialogue critique classique. Mais le faire le lendemain de sa disparition, tout en le mettant en une, parce que quand même ça faisait vendre un peu, moi ça ne m'a pas posé de problème. Beaucoup de gens étaient scandalisés. Moi au moins j'étais content parce que ça prouvait qu'il y avait cette guerre, cette vendetta. Et le principe des vendettas, c'est qu'on ne sait jamais comment ça a commencé et que ça ne se termine jamais. Enfin, vous, les Italiens, vous y connaissez mieux que moi en vendetta, mais je crois savoir que c'est un peu ça. Et donc, Bertrand, on ne sait pas si c'est Orange et Bost, on ne sait pas si c'est sa propre attitude, parce qu'attention, dans les années 60-70, moi, quand je l'ai connu, c'était un personnage difficile aussi. Hein. Bertrand, il pouvait être très coléreux, cassant, très didactique, très moqueur, très moqueur. Avec Christian, ils ont laissé des réputations terribles, où ils prenaient les journalistes, tu vas aimer ça, quoi. Et ils leur montraient des films, et donc il y avait une sorte de tempérament qui n'appartenait en effet pas à la famille des Cahiers du cinéma, qui était aussi la famille extraordinaire, mais dominante de la cinéphilie française. Et puis après, il y a eu plein de malentendus sur ces films. Et bon, c'est une autre... par exemple, Le Monde, évidemment, l'ami... et moi, ça m'intéresse. Je ne suis pas le directeur de l'Institut Lumière, je ne suis pas le directeur du Festival de Cannes. Je suis le jeune universitaire qui a commencé à étudier l'histoire de la cinéphilie, car l'histoire de la cinéphilie, c'est une part de l'histoire intellectuelle française, et c'est une part de l'histoire sociale française. Et que, quand j'ai commencé au début des années 80, personne ne s'intéressait à ça du tout. Moi, j'ai des longs témoignages de Kirou, de Roger Tailleur, de Paul-Louis Tirard, de toute cette génération différente, en partie née à Lyon, de cette cinéphilie-là. Les gens, le cercle Raymond Borde, Charder, Buache, Jung, Ledoux. Ledoux, je n'ai pas connu. Mais c'était Bruxelles, Luxembourg, Lausanne, Lyon, Toulouse. Et là, il y avait une autre cinéphilie qui était passionnante. Bon. Donc, tout ça fait partie, et je ne m'intéresse pas à ça pour moi-même réparer. C'est un truc scientifique, historique, par exemple. Je pense aussi que Bertrand, qui connaissait tout le monde, la presse internationale, quand il a fait son premier film, il gagne le prix Louis Deluc. Il gagne, le film est vendu à l'étranger partout.
Et donc, il y a quelque chose d'une arrivée, si j'ose dire, sur le marché international qui peut-être, c'est une hypothèse, complexifie. À l'époque, Godard faisait plus de cinéma, Chabrol était dans le creux, Rohmer n'avait pas réatteint le niveau qu'après il va atteindre en popularité. Il y a Manu Chemaud, il y a les choses très belles des années 70. Il y a Rivette qui est toujours dans la marge. Et tout à coup arrive une autre génération, Tavernier, Blier, Corneau, Sautet, qui fait sa deuxième carrière à partir de 69, des choses de la vie. Et là, il y a une autre génération de cinéma français qui arrive et qui change. Et peut-être que là, il y a eu quelque chose de bon. Mais quand Le Monde, le lendemain de la mort de Bertrand, ils le mettent en une, très bien. Ça allait être une grosse discussion s'il n'avait pas été en une. Mais ils l'ont mis en une. Et ils disent « mort d'un artisan ». Dans leur bouche, c'est péjoratif. On le sait. Le mot « artisan » s'oppose au mot « artiste ». Et dans l'histoire de la cinéphilie française, justement, c'était ça. Les artisans du cinéma. Donc Bertrand lui fait le dire, c'était un artisan. Bon. Et le papier n'est pas fait par un ténor du monde. Pourquoi? Parce que les ténors du monde sont liés quand même à une certaine communauté cinéphilique, et comme c'est des gens bien, ils n'allaient pas dire des choses désagréables, ils l'ont fait, hein, sur d'autres, mais sur quelqu'un qui venait de mourir, mais ils ne voulaient pas signer pour ne pas dire des choses agréables, et pour ne pas être en porte-à-faux, être en contradiction avec eux. Et il y a ça toujours. Et c'est une vraie histoire. Alors, comme le cinéma n'intéresse personne, le cinéma n'intéresse que nous, là, ça n'intéresse personne. Michel Onfray, qui est un grand intellectuel français, moi que je respecte, alors il critique tout le temps le Festival de Cannes. Tout le temps. Parce qu'il pense qu'on est Chopard et L'Oréal. Il ne voit pas les films d'Apichatpong. Chatpong. Nous, on leur dit, viens voir les films d'Apichatpong ou les films d'auteurs. Et un jour, Les Neiges du Kilimandjaro, de Robert Guédiguian, il voit ça, il trouve ça formidable. Et il dit, voilà, le genre de film qu'on devrait trouver à Cannes. Et on lui dit, mais c'était à Cannes. Donc, le cinéma, Onfray est un grand... Mais le cinéma, il s'en fout. Il ne connaît pas, il dit n'importe quoi. Souvent, les gens disent, oh, je n'oserais pas dire que je suis cinéphile. Je lis les cahiers de temps en temps. Mais non, ils ne lisent pas les cahiers de temps en temps. Plus personne ne lit les cahiers. Ou positif, enfin je veux dire, c'est bien de dire, c'est comme Proust, on ne lit pas Proust, on relit Proust. Mais non, on lit Proust, ça va, une fois c'est déjà formidable. Bon. Donc il y a toujours ce côté, bon. Et moi, sur le plan intellectuel, c'est intéressant. Par exemple, Noiret, quand tu parlais de L'Horloger de Saint-Paul, Noiret s'engage, il lit le scénario, il trouve ça bon. Mais il a très très peur. Parce que l'autre le saoule avec des références de films. Et il avait très peur que Tavernier cinéaste soit le même que Tavernier cinéphile. C'est-à-dire... Et pas du tout. Et sans Noiret, le film ne se fait pas. Hein. Noiret accompagne Bertrand pour voir le... Et il le raconte, puisqu'on va publier en 2022, je pense, la première partie de ses mémoires. Il était parti pour 1000 pages, donc il a déjà écrit 500 pages. Alors il raconte la façon dont ils ont réussi à produire, y compris avec Mérieux, Charles Mérieux, le grand industriel lyonnais de la pharmacie et de la science, et qui était cinéphile, donc qui avait donné de l'argent comme ça à Bertrand pour ça, et qui disait, il n'est pas un peu gauchiste le film et Bertrand, c'était ça aussi sur le plan. Il avait une grande admiration pour son père. Et René Tavernier et son père avaient fondé une revue à Lyon sous l'occupation. Et il accueillait des gens de tous bords. De tous bords, je m'entends, des gens opposés évidemment à la politique de Vichy. Aragon a vécu chez lui, Aragon. Et Elsa Triolet, et c'est dans leur maison, ça, je ne sais pas si tu sais ça, que Aragon a écrit « Il n'y a pas d'amour heureux », l'un des plus grands poèmes français, mis en musique de façon extraordinaire par Georges Brassens. Et Bertrand a toujours dit que, parce qu'Aragon avait un truc avec sa mère, avec la mère de Bertrand, et on a posé un jour une plaque, donc il avait toujours ça. Et au fond, je disais,
son dernier film, qui est ce film 3 heures sur le cinéma français, commence rue Champ-Beauvais, là où il est né, enfin là où il a grandi, et se termine rue du premier film. Donc pas mal pour boucler la boucle d'un parcours qui aura été celui d'un cinéaste et d'un cinéphile. Je voulais aborder un autre aspect de Bertrand il était drôle, on riait beaucoup avec lui dans les rencontres, dans les repas. Mais maintenant, on a presque fini notre ère. Et il y avait une autre question un peu bête que je voulais te poser, c'est-à-dire les 3 films que tu préfères de Bertrand. Mais j'avais aussi envie de te demander, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire, il y a eu la pandémie, donc d'abandonner un peu Tavernier, de poser une question en tant que combattant notre conversation du cinéma. Et donc, j'hésite un peu. Choisis-toi, là. Tu veux dire parce que je suis très long? Non, tu étais formidable. Alors, les 3 films de Bertrand, je vais en dire 3 et demain, ça sera 3 différents. 3 autres. Mais je dirais incontestablement La vie et rien d'autre, qui synthétise sa passion pour la guerre de 14 et sa passion pour la conséquence des choses. Ce n'est pas les choses qui l'intéressaient, c'était la conséquence. Donc ce n'était pas la guerre qui l'intéressait, c'était la conséquence de la guerre. Ou, dans Capitaine Conan, la fausse fin de la guerre. Bon. Et La vie et rien d'autre, c'est très très beau. Regardez si vous avez le DVD, le dernier chapitre, qui est la lettre écrite par Jean Cosmos et Bertrand, que Philippe Noiret dit à Sabine Azéma, et qui est une lettre très très belle, très poétique, très... Donc il y a ça, Coup de torchon, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, juste après sa mort, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, et je trouve quand même très incroyable de réussir à transposer Jim Thompson, comme ça. C'est un film qui partageait beaucoup, mais quand même de revoir ça aujourd'hui, et de se demander qui dans le cinéma français pourrait faire ça aujourd'hui, c'est quand même difficile, et puis je choisirais... Voyage à travers le cinéma français, comme ces documentaires. C'est-à-dire que La guerre sans nom, c'est très très beau. Lyon, le regard intérieur aussi, qui est un film sur Lyon qui est très beau. Et puis, merde, m'échappe. Enfin, il y avait un... bon, ça me reviendra. Mais son œuvre documentaire est très très belle. Après, par exemple, La brume électrique est un film très sous-estimé, qu'il a fait dans des grandes difficultés. Mais c'est un film aussi très beau, Un dimanche à la campagne. Bon, voilà. Alors, la pandémie, non, là, on ne peut pas parler beaucoup de ça parce que ça va nous amener... Mais disons que Bologne, qui existe, Cannes, qui a existé il y a une semaine, ça a marqué quelque chose. D'abord, c'est ce que j'ai dit hier soir, le cinéma n'est pas mort. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a lu que le cinéma était mort. Je n'ai jamais vu dans la presse française un article contre les plateformes. J'ai jamais vu ça. Or, quand je dis contre, c'est pas pour être opposé aux plateformes. Moi, je suis abonné, j'ai tous les trucs là-dedans. Mais on a lu beaucoup de choses contre le cinéma. Et j'ai été questionné à Cannes, à la conférence de presse avant. Cannes, c'est le vieux monde. Le cinéma, c'est le vieux monde. Les plateformes, c'est le nouveau monde. Qui peut dire une bêtise pareille? Mais on a eu peur. Les salles étaient fermées. Le cinéma a eu des affrontements tout le temps. Bon, encore une fois, il faut répéter que la phrase « le cinéma est un art sans avenir » n'a jamais été prononcée par les frères Lumière. C'est une phrase splendide, formidable, mais c'est faux, comme beaucoup de choses. Bon. Mais disons qu'il y avait une incertitude. Lumière, encore une fois, a produit ou réalisé entre 1500 et 2000 films. Donc ça veut dire qu'il y croyait un peu quand même au cinéma. Mais après, l'apparition de la télévision dans les années 50, l'apparition de la vidéo dans les années 80, l'apparition d'Internet et maintenant l'apparition des plateformes, le cinéma a toujours eu à combattre prétendument des ennemis nouveaux, et il a su s'adapter. Sauf que la télévision, la vidéo, Internet, le cinéma était vivant. Là, pendant un an, le cinéma est mort. Pour de vrai.
Les salles étaient fermées, les tournages étaient arrêtés, donc c'était compliqué. C'est la première fois qu'en même temps que les salles étaient fermées, le cinéma ne pouvait pas dire qui il était, il y a cette invention extraordinaire, qui est celle des plateformes. Netflix est une invention magnifique. C'est fou ce qu'on trouve sur Netflix. Bon, donc on vit avec ça. Alors, les plateformes, c'est quand même de la télévision. Le cinéma, c'est du cinéma. Alors, avec Tarantino, on l'a toujours, mais je crois que je l'avais déjà dit l'année dernière, je dis toujours, toi tu es trop pessimiste parce que tu es américain, et moi je suis trop optimiste parce que je suis français. C'est-à-dire qu'en France, la situation est quand même meilleure qu'aux États-Unis. Et les États-Unis, ils sont maintenant prisonniers de leur concept, ils n'ont fait que des films pour enfants, ils ont fait disparaître un public adulte, pas complètement bien sûr, heureusement, il y a toujours des artistes formidables, mais du coup, le public adulte va sur les plateformes parce que les plateformes font ce travail formidable. On reprend évidemment l'exemple de Irishman, qui ne pouvait plus être produit par les studios. Donc c'est Netflix qui a produit ce que Scorsese voulait faire depuis longtemps. Donc, moi, ce que je trouve passionnant, d'abord, c'est cette pandémie. Au début, en France, il y avait deux trucs ridicules. On applaudissait les soignants. C'était ridicule parce qu'on savait qu'un jour, on ne les applaudirait plus. Et aujourd'hui, on n'applaudit plus les soignants. Et pourquoi on n'applaudit pas les soignants? Il faut applaudir, même aujourd'hui, les soignants. Or, c'était la mode. On applaudissait les soignants. Et en même temps, on parlait du monde d'après. Et on ne parle plus du monde d'après. Et c'était passionnant de parler du monde d'après. Et le monde d'après, le cinéma, dans ce qu'on te disait au téléphone, dans Scarface, c'est le monde est à toi, le monde est à moi. Et nous, les cinéphiles, ça doit être le monde d'après est à nous, les cinéphiles. C'est-à-dire qu'on est bien obligé de s'interroger sur l'acte d'aller au cinéma, sur une salle de cinéma, sur un écran, sur le rapport à l'œuvre, sur le rapport physique, le rapport cérébral à ce que le cinéma a. Ça n'est pas la même chose, même si on voit les trucs extraordinaires sur les plateformes. On a vu une grande partie. Notre éducation cinéphilique s'est faite à la vidéo et au DVD. Donc c'est pas ça du tout le problème. C'est soudainement l'idée que le cinéma et la presse, il ne faut jamais généraliser, donc pardon, en plus je sais que je suis filmé, mais une partie de la presse aime bien dire que le cinéma est un truc du passé. Et je vais reciter Bertrand, qui citait Faulkner, « Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé ». Et donc, le cinéma n'est pas mort, il est même pas passé, le cinéma est là. Et il y a un truc extraordinaire, je crois, c'est qu'on va être sauvé par les artistes, par les professionnels, par la presse et par le public. Et nous, pour faire Cannes, quand on disait « mais non, mais tu ne pourras pas faire Cannes », on dit « mais nous, il nous suffit d'avoir une sélection du public, les artistes présents et les professionnels, et la presse. Et ça suffit. Et ça a suffi parce que rien ne remplace une clameur, une rumeur, un écho. On l'a vu encore hier soir. Rien ne remplace ça. Et un festival, c'est un spectacle vivant. Et le cinéma est une cellule vivante. Et on l'a dit, c'est les cinéphiles, c'est le cinéma qui a inventé la critique, les posters, le box-office, les petites vignettes, les conversations, les livres. À quoi ça sert un livre de cinéma? On voit un film, Les Bas-fonds, que j'ai revu avant-hier dans cette belle copie, et tout de suite j'ai foncé sur le bouquin de Bérigeau. Et j'ai pris le chapitre. C'est à ça que ça sert Vous venez de publier le livre de Peter von Bach, ou celui de Aldo sur Fellini. C'est à ça que servent aussi les historiens, les journalistes pour écrire des livres. Et c'est évident que nous sommes la première année de déjà la 3e décennie du XXIe siècle. En 1921, il y avait eu une guerre mondiale. Alors nous, on est en train d'avoir la guerre mondiale, qui est la pandémie. Donc après la Première Guerre mondiale, il y avait les années folles. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les années d'espérance. Cannes, lié en grande partie avec l'Italie.
Cannes 39 se fait contre l'Italie, contre la Mostra, mais Cannes 46, c'est Rossellini, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et évidemment, parce que nous sommes cinéphiles, tous nous, tant que nous sommes, et là, il y a des gens formidables qui travaillent chacun dans leur coin. Moi, on me dit bravo, félicitations. J'ai dit pourquoi félicitations d'avoir fait Cannes? On n'a aucun mérite. C'est un privilège de faire ce travail. Et on aime ça, on croit ça. Donc nous, les cinéphiles, on sait que, comme dans l'après-guerre, Bazin, Rossellini, Truffaut, ce moment-là, pensaient qu'on pouvait réinventer le monde et que ça passait par le cinéma. Moi, je pense que le monde d'après doit passer par le cinéma parce qu'on a des choses à dire sur ce que doit devenir le cinéma. Et ça n'est pas faire un travail d'arrière-garde, mais c'est ce qu'on a dit hier, vive le cinéma retrouvé et le cinéma du futur qui sera aussi riche. Et si on veut que les plateformes trouvent encore des cinéastes qu'elles font travailler, bah, il faut bien que nous, les gens de cinéma, on continue de découvrir des jeunes cinéastes. Merci Thierry pour la qualité de tes discours, pour la profondeur, pour la joie, pour la passion. Et il faut montrer ça parce que sinon Michel Simon va me disputer. Non, mais regarde. Ah voilà, c'est le spécial Bertrand. Voilà. Et prochaine année, on va faire 2 heures. Non mais merci à vous tous, merci beaucoup. Grazie Thierry.